Et si vous découvriez la pédagogie Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans grâce à un podcast? Avec l'enseigne Cultura, on a créé le podcast Grandir et apprendre avec Montessori, qui, à travers une saison de 10 épisodes, présente les principaux matériels Montessori pour éveiller son jeune enfant. À quoi sert le portique? Qu'est-ce que les hochets développent chez les bébés? Je vous explique, pas à pas, dans chacun de ces épisodes, la façon de présenter le matériel aux enfants, la posture de l'adulte, les compétences clés qu'ils viennent développer chez l'enfant et la manière de les intégrer au quotidien de toute la famille. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. L'ensemble de ces matériels de la marque Grandir et apprendre avec Montessori et Cultura ont été développés par l'enseigne et validés par moi-même. J'ai participé à chaque étape de développement. Ils sont à retrouver dans les magasins Cultura et en ligne sur le site www.cultura.com. À très vite. Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Impossible de ne plus y croire maintenant, les enfants sont des philosophes en herbe. Quelle chance j'ai eue aujourd'hui de recevoir Frédéric Lenoir pour parler de l'importance de la philosophie dans le quotidien des enfants. Avec son association SEV, Frédéric Lenoir forme des animatrices ou animateurs d'ateliers de philo et de pratique de l'attention pour les enfants et les ados. Durant cet échange avec Frédéric, nous avons parlé des fulgurances des enfants, de la question de la mort, mais aussi du pouvoir d'étonnement et d'émerveillement des enfants, qui peut souvent venir nous déranger en tant qu'adultes. Je vous souhaite un très bon moment. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphanie. Je rêvais de vous avoir au micro des Adultes de demain. C'est donc un rêve qui se réalise aujourd'hui. Vous êtes philosophe et sociologue, auteur à grand succès. Vous faites d'ailleurs partie des intellectuels français ayant vendu le plus de livres en France. Mais vous êtes aussi le fondateur de l'association SEV, une association qui met la philosophie entre les mains des enfants. Et c'est bien pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. La philosophie, on le sait tous, vous accompagne dans votre vie depuis bien longtemps. Et j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé il y a quelques années de l'introduire auprès des enfants. Vous savez, les philosophes de l'Antiquité, à commencer par Épicure, nous disaient déjà qu'il n'y avait pas d'âge pour philosopher. On n'est jamais trop jeune ou trop vieux pour philosopher, puisque la philosophie, c'est ce qui nous conduit à la vie bonne, c'est-à-dire de bien mener sa vie, d'essayer de réussir sa vie et pas de la subir. Elle nous permet, comme le dit André Comte-Sponville de manière très juste, la philosophie nous permet de penser mieux pour vivre mieux. Et donc, je disais souvent dans des conférences, on devrait commencer la philosophie dès l'école primaire, non pas de l'histoire de la philosophie, parce que les enfants de 6-7 ans ne sont pas capables de comprendre les concepts de la critique de la raison pure de Kant ou de l'éthique de Spinoza, mais de les faire philosopher, c'est-à-dire, comme le dit Aristote, la philosophie commence avec l'étonnement, et puis de l'étonnement naît l'interrogation, et puis après l'argumentation, et donc aider les enfants à philosopher ensemble autour des grandes questions qui les préoccupent. Et puis un jour où je dis ça, il y a une dame qui vient me voir en me disant moi ça fait 10 ans qu'on fait ça dans mon école à Genève. Du coup j'ai été voir et j'ai découvert qu'effectivement ça fait plus de 50 ans qu'il existe ce qu'on appelle des ateliers de philosophie avec les enfants, où ce sont des animateurs qui mettent les enfants en cercle et puis un bâton de parole qui circule et on pose une question, on part d'un texte. Et à partir de là, ce sont les enfants qui apprennent à développer des habiletés de pensée, argumenter, s'écouter, etc. Et j'ai trouvé ça tellement formidable que j'ai consacré 1 an de ma vie. J'ai fait des ateliers philo dans toute la francophonie. J'ai été dans plein de pays en Afrique, au Canada, en Suisse, Belgique, etc. Et puis j'ai mis au point une méthode qui a cette spécificité de faire précéder l'atelier philo d'un petit temps de méditation, de pratique de l'attention pour que les enfants soient beaucoup plus présents et attentifs à cet exercice. Et c'est comme ça qu'est née pour moi, il y a une dizaine d'années, toute cette aventure de la philo avec les enfants. Magnifique. Et pourquoi est-ce que vous pensez que c'est particulièrement important pour les enfants de l'époque dans laquelle on vit de philosopher au quotidien? Ah ben alors ça l'a toujours été, parce que vous savez, comme nous disait déjà Montaigne, l'école nous apprend à avoir une tête bien pleine,
hein, il faut apprendre plein de connaissances, mais il nous dit: «Ce serait encore plus précieux qu'elle nous apprenne à avoir une tête bien faite». C'est-à-dire apprendre à bien penser par soi-même et Montaigne dit d'avoir un jugement personnel, d'être capable de penser par soi-même et pas de répéter uniquement ce qu'on a appris dans la bouche des enseignants et des professeurs. Et aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité parce que nous sommes effectivement dans un monde où les enfants sont sur les tablettes numériques, sur internet toute la journée, et que là-dessus, il y a besoin d'un discernement. On doit exercer un esprit critique. On doit pouvoir discerner si une information est vraie, fausse, si c'est une rumeur, une calomnie, est-ce que c'est une théorie complotiste? Enfin, tout ça demande pour les enfants et les adolescents d'aujourd'hui, beaucoup plus d'esprit critique. Et donc, ils doivent effectivement s'habituer jeunes à réfléchir par eux-mêmes plutôt que de répéter ce qu'ils entendent et ce qui va dans le sens de leurs désirs ou de la culture dominante. Et donc, c'est une résistance. Vous savez, Aristote a cette phrase que j'aime beaucoup. Il dit, au fond, la plupart des hommes suivent le fleuve, descendent le fleuve, c'est-à-dire ils suivent les idées dominantes d'une époque, les modes, etc. et tout. Le philosophe, c'est celui qui remonte le fleuve à contre-courant. C'est exactement ça. On doit opposer une résistance au courant dominant par la pensée. Ce qui oppose une résistance, c'est la pensée. D'ailleurs, Aristote nous dit, les cadavres descendent encore plus vite que les autres, parce qu'ils n'ont aucune résistance. Et donc, le philosophe, c'est celui qui résiste et qui doit faire le tri dans le courant dominant de ce qui lui semble juste, de ce qui lui semble pas juste, qui peut confronter les informations, il entend ça, il est surpris. Et donc, au fond, apprendre à penser, à philosopher dès le plus jeune âge, c'est utile pour toute la vie. Et on le voit avec les enfants et qui ont fait des ateliers philo, lorsqu'ils font des ateliers philo toutes les semaines ou tous les 15 jours pendant 1 an, ce sont plus les mêmes. Et ça développe beaucoup d'autres qualités. Alors, on parle là des qualités d'esprit critique, c'est quand même des premières choses, hein, développer le discernement, l'esprit critique, la pensée personnelle, mais ça a aussi des qualités très importantes de relation aux autres. Et en fait, on a fait des mesures d'impact qui montrent qu'une des principales conséquences des ateliers philo, c'est que les enfants développent une qualité d'écoute. Alors que sinon, habituellement, vous savez, vous voyez dans les cours de récréation, ils s'invectivent. D'ailleurs, je dis les cours de récréation, mais les débats télé avec les intellectuels parisiens, c'est pareil. On s'invective, on s'écoute pas, chacun veut parler, coupe l'autre, etc. Eh bien, l'atelier philo, c'est un espace où on apprend aux enfants à s'écouter, à se respecter, parce qu'on leur transmet cette idée que l'autre est un interlocuteur valable et que donc on construit ensemble une pensée, on cherche ensemble la vérité. Et du coup, au début, ils sont là, ils se coupent, puis très vite, ils apprennent les règles, ils écoutent et ils s'aperçoivent que l'autre peut dire des choses qui le touchent, qui le font bouger, qui le font réfléchir. Et ce qui fait qu'à la fin d'un atelier de philo ou à la fin de l'année, il y a souvent des enfants qui disent, en fait, on a découvert qu'on pense mieux ensemble. Ensemble, on s'enrichit. Et donc, un des grands bénéfices de l'atelier philo, c'est développer l'empathie et la qualité d'écoute. Et ça, c'est tellement d'actualité. Regardez, on parle de problèmes de harcèlement scolaire. Il y a des jeunes qui se suicident régulièrement parce qu'ils sont harcelés. Mais quand vous faites régulièrement des ateliers philo dans une classe, ça réduit considérablement les problèmes de harcèlement. Les enfants apprennent à se respecter, apprennent à s'écouter. Ils voient que l'autre a de la valeur. Et puis, on peut parler du harcèlement. Ça peut être l'objet d'un atelier philo dans lequel les enfants prennent conscience de la gravité que ça a. Et donc, franchement, pour améliorer la qualité de vie dans une école, la qualité relationnelle des enfants, développer une tolérance, une qualité d'écoute, l'atelier philo est un outil formidable. Mmh. Parce que c'est ce que j'allais vous dire, les ateliers philosophiques sont certes une aventure intellectuelle et de la pensée pour les plus jeunes, mais c'est aussi une grande aventure collective. Ah bah, de toute façon, la philosophie, moi, comme disait Diderot, hein, il est urgent de rendre populaire la philosophie, puisque c'est Mmh. le langage commun de l'humanité. Sinon, on fonctionne avec nos croyances. Et donc, bah, les croyances, elles sont extrêmement diverses des individus aux autres, elles sont extrêmement diverses des cultures aux autres. Mais par contre, ce qui nous réunit, c'est la raison. C'est-à-dire cette capacité à questionner, argumenter, conceptualiser, développer tout ce qu'on appelle des habiletés de pensée. Ça, c'est quelque chose qui est présent, qui est en germe dans tous les êtres humains. Et du coup, la philosophie est le langage universel qui permet d'argumenter, de dialoguer, de se confronter et éventuellement de se mettre d'accord ou pas, mais au moins avec des arguments rationnels. Ce qui fait que c'est extrêmement important. L'humanité, encore une fois, mondialisée, n'a jamais eu autant besoin de philosophie.
Mais pourquoi est-ce que nous attendons la terminale en France pour intégrer la philosophie au quotidien scolaire des enfants? Parce qu'on est parti, de ce principe que, la philosophie, c'était l'histoire de la philosophie. Et donc, d'ailleurs, si vous faites des études de philosophie, comme j'en ai fait à l'université, ce n'est que de l'histoire de la philosophie. On vous apprenne ce que alors vous avez des cours, sur les Grecs, sur Kant, sur Spinoza. Vous avez, des cours d'histoire de la philosophie. Et quand vous êtes en terminale, vous faites de l'histoire de la philosophie. Or, la philosophie, ce n'est pas que de l'histoire de la philosophie. C'est très important l'histoire de la philosophie, mais et c'est philosopher, c'est-à-dire c'est réfléchir, et c'est réfléchir ensemble. Et donc, d'ailleurs, si en terminale, on faisait des ateliers philo dans les classes, ça intéresserait beaucoup plus les élèves. Ils se sentiraient concernés. On leur dit: «Toi, tu penses quoi? Et toi, tu n'es pas d'accord, dis-nous pourquoi». Et là, on voit ce que c'est que la philosophie en acte, puisque l'histoire de la philosophie, ce ne sont que des philosophes qui dialoguent entre eux à travers le temps et l'espace. Et donc, au fond, l'acte de philosopher, c'est quelque chose de très dynamique, de très vivant, qui est à la portée de tout le monde. Et c'est ça qu'il faut développer. Et ça, on peut le faire dès l'âge de 6 ans. Dès que l'âge de raison arrive, hein, 6-7 ans, les enfants sont capables d'avoir une pensée conceptuelle, élaborée, d'argumenter. Et du coup, ce n'est pas du tout la peine d'attendre la classe de terminale où effectivement, pour faire de l'histoire de la philosophie, il faut avoir un langage assez élaboré. Vous pouvez pas lire, je le redis, vous pouvez pas lire, Kant, si vous n'avez pas déjà, une bonne, je dirais un développement intellectuel qui vous permet de comprendre les concepts, les mots et cetera. Un enfant, il cherche les mots tout le temps, il tâtonne. Heu, me souviens toujours, enfin, il y a plein d'exemples comme ça très concrets. On parlait des émotions et puis il y a les enfants disent: «Bah, il y a la peur, il y a la colère», puis il y a un enfant qui dit l'amour et il y a un autre enfant qui dit: «Non, l'amour, c'est pas vraiment une émotion, parce qu'une émotion, c'est passager, mais l'amour, ça peut durer» et ils cherchaient le mot et ils ont et en faisant circuler la parole et tout, ils ont trouvé le mot sentiment et un sentiment, c'est une émotion qui dure et donc c'est vrai que les enfants, ils cherchent les mots, mais ils ont déjà les idées, et après les mots leur permettent de nommer les idées et c'est ça qu'avec le temps, ils arrivent à faire de mieux en mieux mais très jeunes et j'ai plein d'exemples d'ateliers philo avec des enfants de 6-7 ans où ils ont des fulgurances philosophiques. Ils disent des choses d'une profondeur, je vais vous en prendre, un. J'avais fait en Corse, un atelier sur, avec des enfants de 6-7 ans sur le bonheur. Et donc, c'est quoi le bonheur? Bah, les enfants commencent à dire: «Bah, le bonheur, c'est quand je fais un câlin à maman, c'est quand j'ai une glace». Puis il y en a un qui dit: «Bah, c'est quand nos désirs sont satisfaits». Voilà, bon, ça commence à évoluer. Et puis il y en a un qui dit: «Je suis pas du tout d'accord». Alors pourquoi? Il dit: «Bah, en fait, quand nos désirs sont satisfaits, on veut toujours autre chose. Et donc on n'est jamais heureux parce qu'on est toujours insatisfait». Il dit: «Moi, j'ai compris à l'âge de 5 ans que si je voulais être heureux, il fallait que j'apprenne à me contenter de ce que j'ai». Et alors je lui ai dit: «Tu sais, il y a un philosophe qui s'appelle Sénèque qui a dit exactement la même chose que toi» et donc c'est ça la philosophie, c'est qu'on dialogue Ouais. entre Sénèque, des enfants de 7 ans, mais qui par la raison arrivent à la même conclusion et c'est ça qui est absolument fascinant. Ouais, c'est extraordinaire. Moi, il y a une compétence que j'adore chez les enfants et qu'ils ont tous en commun, c'est l'émerveillement. Est-ce que vous pensez que cet émerveillement les sert justement dans leur capacité à philosopher? Ah mais complètement, complètement et je parlais tout à l'heure de l'étonnement dont nous parle Aristote, mais on peut parler de l'émerveillement. C'est-à-dire, d'ailleurs c'est sans doute la base, les enfants effectivement s'émerveillent, et c'est cet émerveillement qui crée l'étonnement. Pourquoi est-ce que les choses sont comme ça? Pourquoi est-ce que ça m'émeut, cette beauté? Ou pourquoi est-ce qu'il y a ça? Pourquoi est-ce que le mal existe? Enfin, je pense que l'émerveillement et l'étonnement sont à la base de la réflexion philosophique. C'est pour ça que les enfants sont des petits philosophes. Michel Onfray a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit: «Tous les enfants sont des philosophes et certains adultes le demeurent» et c'est très juste et donc il faut cultiver ce sens philosophique des enfants parce qu'ils s'étonnent, parce qu'ils s'émerveillent et parce qu'ils questionnent et donc d'ailleurs les enfants les questions des enfants sont des fois très embarrassantes pour les adultes. Parce qu'on s'est habitué à plein de choses, mais ils vous disent pourquoi, tout le temps, qu'est-ce qu'il y a après la mort et pourquoi on est sur terre et cetera. Les grandes questions métaphysiques, ce sont fondamentalement des questions d'enfants. Et d'ailleurs Kant disait, la métaphysique, ce sont des questions d'enfants auxquelles des adultes cherchent des réponses. Mais ce sont des questions d'enfants, c'est-à-dire ce sont les grandes questions, du sens de la vie et les enfants se les posent très, très tôt. Et donc, entretenir ce questionnement philosophique par des ateliers, bah, les enfants adorent. Déjà, moi, je suis, chaque fois que je fais des ateliers philo avec des enfants qui ont jamais fait de philo, au bout d'une heure, mais on voit leurs yeux, ils ont jamais vu ça parce qu'ils sont toujours en classe passifs.
C'est-à-dire qu'on leur dit: «Voilà ce qu'il faut apprendre». On apprend à compter, on apprend à lire, on apprend l'histoire, on apprend la géographie, c'est très bien. Mais les enfants sont passifs, ils subissent, ils subissent. Et puis à un moment donné, on leur dit: «Mais non, tu as rien à apprendre. C'est toi qui vas m'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que tu penses de ça?» Et d'un coup, la posture change complètement. C'est pas un maître qui enseigne, c'est un animateur qui lui donne la parole. Et l'enfant, bah, très souvent, il a plein de choses à dire qu'on lui demande jamais. Et d'un coup, il se reconnaît comme un interlocuteur valable. Il se reconnaît comme quelqu'un qui a une pensée qui intéresse les autres. Et ça donne incroyablement confiance aux enfants. Et ça développe en eux des capacités, du coup, d'exprimer leurs propres pensées, et ça développe cette confiance. Et d'ailleurs, souvent, les enseignants nous disent, eh bien, on s'est aperçu qu'il y a des enfants qui étaient pas très bons au niveau scolaire, parce qu'ils ont du mal à être attentifs, les cours les ennuient, mais ils sont très, très bons en atelier philo. Parce qu'ils sont acteurs, ils sont actifs. Et vous savez, nous, dans notre podcast Les adultes de demain, on porte la voix des enfants et tout ce que vous êtes en train de me dire me questionne sur quelque chose voilà, qui est en moi depuis un certain temps, c'est que je me demande pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas plus alors les enfants si ce sont eux qui nous mettent devant les yeux ces questions auxquelles on n'ose pas répondre. Bah, on les écoute pas parce qu'on est dans une société où on pense que les enfants ont tout à recevoir, hein. Vous savez Oui. qu'ils ont c'est le vase qu'on doit remplir, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les enfants, nous questionnent, nous dérangent, mais je crois que de plus en plus de gens en sont conscients. Il y a quand même aujourd'hui, même si on les écoute pas forcément parce qu'ils nous dérangent, hein, bah, vous voyez, par rapport à l'écologie, ou la souffrance animale, moi je vois souvent dans les ateliers philo, il y a plein d'enfants qui disent: «Mais moi je veux plus manger de viande». Parce que je sais que les animaux, ils ont énormément souffert dans les abattoirs, et cetera et tout. Mais quand ils disent ça à leurs parents, on leur dit: «Tais-toi et mange ta viande», parce qu'on ne veut pas savoir. Et donc finalement, les adultes souvent, ferment les yeux. Ils ne veulent pas savoir ce qui les dérange, qui contrarie leurs désirs. Alors les enfants sont des empêcheurs de manger de la viande, des empêcheurs au fond, d'avoir une attitude conformiste. Parce qu'ils dérangent, ils déstabilisent, ils posent les bonnes questions, ils sont, sur l'écologie, c'est terrible aussi les questions qu'ils posent parce qu'ils s'informent, ils voient les choses, ils entendent. Mais nous, on fait des compromis. C'est-à-dire on se dit: «Bon, bah, oui, c'est vrai, le réchauffement planétaire, mais je vais quand même utiliser ma voiture pour mon». Et puis les enfants, ils vont vous dire: «Mais si, faut prendre ça au sérieux, mais il faut arrêter tout de suite, il faut changer de vie, il faut». Bah, c'est très radical, hein. Et donc ils ont cette espèce de radicalité, qui nous confronte et des fois qui nous dérange. Vous parliez aussi de la mort. C'est vrai que c'est dingue, les enfants très jeunes, à partir de 4-5 ans, je pense que tous les enfants commencent à poser des questions à leurs parents sur ce qui se passe après la mort, ce que c'est la mort. Et je trouve ça assez fascinant. Alors effectivement, la mort, même plus tôt, hein, vers 3 ans, en Ouais. fait, les enfants sont absolument, fascinés par cette question de la mort parce que, ben, ils voient mourir leurs chiens, leurs grands-parents, et du coup, bah, ils posent la question: «Mais est-ce qu'il y a quelque chose après la mort?» Alors évidemment, personne n'a la réponse. C'est-à-dire là, vous avez des réponses de croyants ou d'incroyants, hein. Les athées vont dire: «Il y a rien». Les croyants vont dire: «Bah, après, il y a une vie éternelle, on ne sait pas ce que c'est, mais on continue de vivre». On peut pas avoir de réponse philosophique. Par contre, on peut avoir une réflexion philosophique sur le phénomène de la mort et de la vie. Et là, je suis très, très, touché chaque fois que je fais des ateliers de philo, parce que moi, souvent, quand je fais des ateliers, je dis aux enfants: «De quoi vous voulez parler?» Et 9 fois sur 10, la première truc, c'est la mort. Bon, je formule je formule la question de manière, suivante: «Mieux vaut-il être mortel ou immortel?» Ça, c'est une question philosophique et les enfants se jettent dessus. Et la première fois que j'ai fait cet, atelier, c'était avec des enfants de CM1, donc 9-10 ans, et ben, je m'attendais à ce que la plupart des enfants répondent: «Immortel». Parce qu'en plus, ils font des jeux vidéo où on gagne des vies, bon, ils ont envie d'être immortels, comme les adultes. Pas du tout. L'énorme majorité des enfants disent: «Il vaut mieux être mortel». Alors pourquoi? Eh ben, il vaut mieux être mortel d'abord parce que si on était immortel, on pourrait pas vivre sur terre. La terre est petite, elle est limitée. Si tous les gens qui ont vécu et tous les animaux qui ont vécu avant nous étaient encore là, bah, c'est une réalité, scientifique absolue, c'est incontestable. C'est que la mort permet la vie sur la planète Terre, hein, je dis pas en général. Sur la planète Terre, c'est la mort qui permet la vie. C'est parce qu'il y en a qui partent que d'autres peuvent venir. Donc déjà, le renouvellement de la vie exige la mort. Donc c'est déjà ça fait réfléchir quand on commence à avoir ça en tête. Et puis après, ils vous disent: «Mais heureusement qu'on meurt, parce que sinon les méchants seraient toujours là et on aurait toujours, Napoléon qui ferait des guerres et Hitler qui persécuterait les juifs». Donc ils disent: «Bah, heureusement que les méchants peuvent mourir,
Puis il y en a d'autres qui vous disent: «Mais heureusement qu'on peut mourir, parce que si on souffre trop et qu'on n'aime pas la vie, heureusement qu'on peut choisir de quitter la vie». Et puis, il y en a un qui dit, et ça c'est peut-être la réflexion la plus profonde, qui dit: «Mais au fond, heureusement qu'on meurt, parce que sinon, on remettrait toujours à plus tard les choses essentielles». C'est tellement vrai que c'est l'urgence finalement de la mort, on sait qu'on va mourir, qui nous permet d'essayer, souvent d'ailleurs au milieu de la vie, hein, quand on prend conscience de ça, d'aller vers les choses essentielles. De se dire: «Mais ça, je vais pas remettre à plus tard». Que ce soit d'ailleurs, des choses, comme certaines choses comme d'activités qu'on a envie de faire importantes pour nous, comme de se réconcilier avec des gens avec qui on s'est brouillé et cetera. On se dit les choses importantes, parce qu'on est mortel, on va les faire. Sinon, Mmh. peut-être qu'on serait pris dans le superflu et l'insignifiant en permanence. Et donc, les enfants, ils ont une réflexion très profonde sur, le lien entre la vie et la mort, et ils n'opposent pas, spontanément la vie et la mort. La mort fait partie de la vie, et c'est peut-être même une des conditions nécessaires du développement de la vie sur terre. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes que vous aimez évoquer avec les enfants pendant ces ateliers philo? Ben, alors c'est plutôt eux qui choisissent, hein, mais donc, je peux dire que dans les best-sellers, c'est les thèmes les plus, prisés des enfants, il y a la question du bonheur dont on a déjà parlé tout à l'heure. Ben, c'est quoi être heureux? Comment est-ce qu'on est heureux? Il y a la question du sens de la vie. Qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? C'est quoi réussir sa vie? Et là, je vais vous donner un exemple concret. J'avais fait un atelier philo, pareil, avec des CM1 à Paris, 1 semaine après les attentats du Bataclan. Donc c'était, tout le monde était sous le choc, et ils avaient prévu de parler de ce thème. Je me dis: «Bon, bah, on va le garder, puis on va voir», je savais pas du tout si ça se relierait aux événements, et donc ils commencent par dire: «Ben, réussir sa vie, c'est être heureux». Parce que, si on meurt heureux, c'est qu'on a réussi sa vie. Puis d'ailleurs, on voit bien, bah, nos parents, ils nous souhaitent d'être heureux et cetera. C'est la chose la plus importante, c'est d'être heureux, et quelqu'un qui meurt heureux, bon. Et puis il y en a un qui dit: «Ben non, je suis pas d'accord avec ça». Alors c'est là que le débat devient toujours très intéressant, c'est des conflits, de la confrontation, je veux dire, et il dit: «Bah non, regardez les terroristes qui ont tué tous les gens au Bataclan, ils sont morts heureux parce qu'ils pensent qu'ils vont aller au ciel, au paradis, et donc ils ont fait ça, pour être heureux, et en fait, pour moi, ils ont raté leur vie parce qu'ils sont peut-être, morts heureux, mais en faisant du mal aux autres, et donc il dit: «Pour moi, réussir sa vie, c'est peut-être être heureux, mais sans avoir fait du mal aux autres, sans avoir construit son bonheur sur le malheur des autres». Et du coup, toute la classe a rebondi en disant: «Mais c'est vrai, être heureux si on est égoïste, c'est rater sa vie. Les riches qui sont riches, mais qui partagent pas, ils ont raté leur vie, alors que les riches qui ont de l'argent, qui partagent, ils ont réussi leur vie». Et du coup, ils ont introduit cette idée que plus important que la vie heureuse, il y avait la vie bonne, c'est-à-dire, le bonheur plus la justice. Je dis à ce petit garçon qui a complètement, lancé le débat, je lui dis: «Tu sais, il y a un philosophe qui a vécu il y a 2 500 ans, qui s'appelle Socrate, qui a dit exactement la même chose que toi. La vie bonne, c'est le bonheur plus la justice, et c'est plus important que la vie heureuse». Et il m'a répondu: «Je suis heureux de savoir que Socrate pense comme moi». Et ça, c'est typique. C'est-à-dire qu'au fond, la philosophie est universelle. Heu, on peut, à 7 ans, avoir des réflexions aussi profondes qu'un sage qui a 50 ans, et on peut dire les mêmes choses il y a 2 500 ans et aujourd'hui, parce que la raison est universelle. Et ça, j'en fais l'expérience, mais tous les jours avec les ateliers philo. Qu'est-ce que personnellement vous ont apporté, ces ateliers philo et cette expérience, depuis plusieurs années auprès des enfants? Bah, la la joie des enfants. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que ça les met dans la joie, les ateliers philo, et que du coup, cette joie, elle est communicative. Moi, je ressors, des fois, j'arrive fatigué à 8h30 dans une école, j'ai fait une demi-heure de trajet, enfin, je me dis: «Mais pourquoi je fais ça?» Non, mais c'est vrai, et puis bénévolement, tout ça est fait Bien bénévolement, sûr. et je ressors de ça, mais chaque fois joyeux. Parce que je vois, à quel point les enfants sont heureux de faire ces ateliers philo. Ça les enrichit, ça leur apporte quelque chose, ils sont tellement, vraiment, joyeux de ça, que moi, c'est ça que ça m'apporte le plus, hein. Ça me nourrit, de voir ce que ça apporte, et puis après on apprend des choses. Vous savez, une fois, un autre atelier, «C'est quoi une vie réussie?» C'est quoi réussir sa ouais, une vie réussie, dans une autre classe. Première réponse d'un enfant de 8 ans: «C'est mourir sans regret». Mmh. Et là, j'ai médité ça pendant des semaines. Mmh. J'avais jamais pensé, si vous voulez. Mais il y a des formulations, des fois, vous dites des Ouais. fulgurances, vous dites: «Mais ça, je vais ré», il y a des concepts, des fulgurances qui arrivent de la bouche des enfants, et donc voilà, ça m'enrichit aussi, leur pensée m'enrichit aussi.
Alors j'aimerais maintenant qu'on parle de votre association qui a été créée en 2017. Donc elle s'appelle SEV, Savoir être et vivre ensemble, qui veut, je cite, aider les enfants à grandir en discernement et en humanité. Elle œuvre à la généralisation de la philosophie avec les enfants. Quel bilan vous faites aujourd'hui de toutes ces années de philosophie auprès des enfants et surtout quelles sont vos actualités à venir avec cette belle association? Alors, l'association, en fait, moi, je l'ai créée parce que quand j'ai vu, après avoir passé un an à faire des ateliers philo, après avoir écrit ce livre, j'avais été rencontrer la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui était Najat Vallaud-Belkacem, et je lui avais dit, voilà le résultat, il faut absolument. Elle m'a dit, je suis entièrement d'accord avec vous. Je suis persuadé que les ateliers philo peuvent faire beaucoup de bien, mais comment faire? Parce que les enseignants sont pas formés à ça, ce serait très compliqué de le faire. Et ça m'a donné l'idée de créer une association qui forme des animateurs aux ateliers philo. Et on a créé donc un parcours, qui s'appelle le parcours Sève, dans lequel, pendant 4 week-ends, donc c'est 8 jours pleins sur 4 week-ends, ça s'étale sur 6 mois, eh bien, les gens vont suivre des formations qui sont faites par d'excellents universitaires, à la fois en philo, pratique de l'atelier philo avec les enfants, pratique de l'attention, je vais en dire un mot tout à l'heure, et puis relations bienveillantes à l'enfant. Et cette formation leur permet d'être animateurs de philo et d'aller dans les classes. Alors, soit ce sont des enseignants qui le font, et ils font les ateliers philo avec leur propre classe, soit ce sont, et c'est plutôt la majorité, des retraités, des personnes qui ont un peu de temps, qui s'intéressent à l'éducation, etc., qui font la formation, et certains en font un métier, c'est-à-dire après, ils animent énormément d'ateliers dans les classes, d'autres, c'est juste je dirais un loisir, mais utile, et ils le font dans des classes ou dans des médiathèques, des associations, etc. Et donc, en fait, on forme des animateurs. Et ces animateurs, ensuite, vont dans les écoles ou dans d'autres lieux pour faire des ateliers philo. Alors, depuis 7 ans que SEV existe, on a formé plus de 5000 animateurs, et donc ça a permis, en fait, je crois, à plus de 200 000 enfants de suivre des ateliers philo. Ça se développe beaucoup. Après, on est limité, hein, parce on a une soixantaine de formateurs, mais voilà, il en faudrait beaucoup plus. Donc, chaque année, on lance des nouveaux parcours. Alors là, l'actualité, c'est que on vient de lancer là début septembre des parcours pour l'année scolaire 2023-2024. Donc, il y a 19 villes en France parce qu'on est très régionalisé. Donc, il y a des villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Tours. Voilà, enfin, c'est très dispersé dans toute la France, dans lequel il y a des formations qui sont faites, qui sont proposées. Le parcours est très peu cher, c'est-à-dire qu'il est fait vraiment à prix coûtant, hein. C'est 650 € pour l'intégralité du parcours, hein, les 4 week-ends, plus évidemment un MOOC, des livres à lire, etc. et tout. Il y a des stages qui sont organisés, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait 3 parcours, on va sur le terrain dans une école à 2 pour faire une pratique, et donc on s'aide mutuellement pour progresser. Et puis ensuite, on aide, on oriente les nouveaux animateurs vers des écoles où il y a des demandes et des besoins. Et donc, tous ces parcours sont mis sur le site internet, hein, on pourra donner le lien bien sûr, qui permet à tous ceux qui veulent s'inscrire pour devenir animateurs de faire la formation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on répond à des demandes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'écoles, des associations, des médiathèques qui nous disent, nous, on aimerait développer des ateliers philo, on aimerait que des animateurs viennent. Et donc, sur le même site internet, hein, on peut effectivement aller voir, tiens, je voudrais déposer une demande pour que mon établissement scolaire, par exemple, il y ait des ateliers philo dans mon établissement scolaire ou dans mon association. Et donc, ce qui fait que l'association à la fois forme et déploie des ateliers, principalement dans les écoles publiques et privées. Hmm. Alors vous savez, en ce moment, l'actualité à l'éducation nationale est assez brûlante. Et je voulais savoir si parmi les projets de l'éducation nationale, il y en avait en lien avec la philosophie et ce que vous faites, puisque je sais que vous avez eu l'agrément avec votre association, ce qui est quand même déjà un énorme boulot, hein, d'obtenir l'agrément de l'éducation nationale pour une association pour pouvoir venir directement dans les salles de classe. Est-ce que vous savez s'il y a des projets autour de la philosophie pour les enfants dans les réformes à venir? Alors, effectivement, notre agrément, donc on est pour 5 ans, est en cours de renouvellement. Là, cet automne, il devrait être renouvelé et je suis très confiant parce qu'on a fait vraiment
un bon travail main dans la main avec les enseignants, les chefs d'établissement, et cetera. Et là, je sais que le nouveau ministre de l'Éducation nationale, donc Gabriel Attal, connaît très bien les ateliers philo. Parce que, lorsqu'il était secrétaire d'État à l'Éducation nationale il y a 5 ans, il était venu assister à des ateliers philo de l'association Sève, à Trappes, et c'est une ville qui connaissait des problèmes de radicalisation, et donc on avait répondu à la mairie de Trappes, à sa demande d'organiser des ateliers philo dans plusieurs écoles, dans plusieurs classes, et ça donnait des fruits, formidables. Pendant plusieurs années, ça a vraiment amélioré le climat scolaire, aidé les enfants. Il était venu assister à un atelier philo, et après il avait écouté les feedbacks, des parents, des enseignants, des élèves. Il avait été extrêmement impressionné, et du coup, il m'a revu plusieurs fois depuis en me disant: «Mais il faut absolument qu'on développe les ateliers philo dans les classes». Alors donc maintenant qu'il est ministre de l'Éducation nationale, il m'a envoyé un petit message il y a quelques jours pour me dire: «Il faut qu'on voit rapidement pour, Génial. travailler sur cette question». Donc je sais qu'il y a une forte volonté de sa part de développer les ateliers philo, mais c'est encore trop tôt pour vous dire Oui. comment et de quelle manière ça se fera, mais je sais que lui est convaincu de l'apport que ça peut avoir pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées. Eh bien, on l'espère de tout cœur. J'aimerais vous poser une dernière question. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui souhaitent se lancer dans cette aventure de la philosophie avec leurs enfants à la maison? Puisque les adultes de demain, c'est beaucoup de professionnels de l'éducation qui nous écoutent, mais aussi beaucoup de parents. Et je suis certaine qu'il y a de nombreux parents qui aimeraient offrir ces opportunités à leurs enfants. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors, je pense qu'il faut quand même faire une formation parce que, un atelier philo, c'est pas la même chose qu'une discussion, du type, citoyenne, si vous voulez. On fait beaucoup d'ailleurs les enseignants aussi, ils ont besoin de se former parce que beaucoup font des dans le cadre des cours, d'éducation morale et civique, ils ont une heure dans lequel ils font des discussions. Mais très souvent, la discussion est organisée pour arriver à un certain résultat. Par exemple, il faut faire comprendre aux élèves qu'il faut pas être violent, faire comprendre aux élèves qu'ils doivent respecter la laïcité. C'est-à-dire qu'il y a toujours un objectif. L'atelier philo, ce n'est pas ça. L'atelier philo, c'est développer la pensée personnelle et l'esprit critique. Ce qui fait que c'est une toute autre posture. On n'est pas là pour amener les enfants à penser comme il faut, on est là pour aider les enfants à penser par eux-mêmes et à les rendre autonomes. Et ça, c'est extrêmement important, et pas mal d'enseignants ont du mal à passer de la posture du maître, de celui qui sait, si vous voulez, qui transmet, à la posture de l'animateur qui aide les enfants à s'éveiller par eux-mêmes et à développer leur propre esprit critique, quitte à ce qu'ils disent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Et puis on laisse les autres enfants argumenter, et cetera. Donc c'est des débats qu'on anime. Et ça demande vraiment une formation parce que c'est pas une posture si simple, si facile. On doit jamais dire ce qu'on pense lorsqu'on est, animateur d'atelier philo. On doit jamais être dans le jugement. On doit jamais exclure un enfant. On doit toujours accueillir ce qu'il dit et ne le contredire que par la raison et la pensée, et pas par une moralisation. Et donc là-dessus, je dirais que c'est vraiment une posture très particulière qui demande une formation. Donc moi, je crois que s'inscrire aux formations, aux ateliers CEF, c'est quand même très utile lorsqu'on veut faire des ateliers philo. Est-ce que, par exemple, pendant ces ateliers, vous faites attention à ce que chaque enfant s'exprime? Parfaitement, ça fait partie des règles. Donc déjà ne pas juger, ne pas se moquer, toujours rester dans l'argumentation, et cetera. Mais aussi faire attention à ce que tout le monde puisse parler, ce qui n'est pas toujours facile parce qu'il y a Bah des oui. enfants qui sont timides, qui ont Mmh. peur, et donc il faut pas forcer non plus. Parce que vous pouvez, si vous insistez en disant: «Bah, toi, tu n'as rien dit», et puis si vous laissez l'enfant devenir tout rouge, et cetera, et tout bon. Donc il faut savoir, le faire avec beaucoup de délicatesse aussi. Mmh. C'est souvent au bout de 2-3 fois que les enfants les plus timides, qui n'ont pas confiance en eux, vont finir par parler. Donc là, il y a tout un apprentissage, je dirais, de la manière dont faut gérer un groupe d'enfants pour qu'ils puissent, être à l'aise dans cette expression de l'atelier philo. Est-ce que vous avez déjà eu des ateliers philo avec des enfants particulièrement compliqués? Ah oui, oui, oui. Bah, on fait régulièrement d'ailleurs, des ateliers philo dans les cités éducatives, Mmh. dans des zones très sensibles où il y a, essentiellement des enfants issus de l'immigration qui souvent sont dans des familles, très difficiles, on sent que c'est beaucoup d'enfants un peu cassés, et là c'est beaucoup plus difficile, il y a beaucoup d'agitation, Mmh. c'est beaucoup plus difficile d'installer l'atelier philo. Et pourtant, dès que ça prend, c'est quelque chose qui les aide Ouais, c'est énormément. magique. J'ai Ouais. fait des ateliers philo dans des hôpitaux psychiatriques, avec des enfants Mmh. qui avaient des troubles psychiatriques, mais hyper intelligents. C'est-à-dire qui pouvaient être, aussi avoir des problèmes de discipline, mais en même temps incroyablement intelligents dans leur réflexion.
Donc voilà, je dirais qu'il n'y a pas de... Bon, après, c'est plus facile de faire aussi avec des enfants de 6 à 10 ans, hein, en primaire, qu'avec des ados. C'est vrai. Bah oui, les petits-enfants, comme on disait, c'est merveille, ils se questionnent. Les ados sont blasés. Donc, ils rigolent, ils ont peur de dire un truc où ça jugeait Ouais. par les autres. Enfin, donc tout ça, ce sont des publics différents qu'il faut bien connaître Mm. et qu'il faut arriver à gérer, voilà, d'une Bah certaine oui, manière, avec un peu de doigté, un peu bien sûr. de savoir-faire et de savoir-être. Parce Oui. qu'un enfant ou un ado, et surtout en difficulté, il faut qu'il vous sente aligné. Mm. Si vous-même vous êtes mal dans votre peau, ça se passera très mal l'atelier philo. Bien Il sûr. faut être aligné, il faut être à la fois confiant, sûr de soi, à l'écoute. Il y a vraiment tout un savoir-faire, mais qui repose sur un savoir-être. Mm. C'est ça que nous, on prône beaucoup la relation bienveillante à l'enfant, pour que les animateurs soient aussi formés à une qualité Ouais. relationnelle avec l'enfant, qui fait que l'enfant et l'adolescent se sentira en confiance. Mm. Comme vous disiez, c'est beaucoup une question de posture. Tout à fait. Et la posture, ça se travaille. Ouais. Donc, on aide, par exemple, dans la formation, on forme aux compétences psychosociales, mais d'abord Mhm. l'animateur, qui soit lui-même capable de développer des compétences psychosociales qui lui permettront d'être dans un bon transmetteur et d'être capable d'animer un atelier philo dans une posture juste. Et pas une posture soit autoritaire, soit de sachant, etc. Et donc tout ça, ça se travaille. Et puis, j'ai oublié de le dire, on fait précéder donc l'atelier philo d'un petit temps de pratique de l'attention. C'est une forme de petite méditation laïque toute simple où on aide l'enfant à prendre conscience de son corps. Et donc, vous savez, les enfants, ils arrivent agités, nerveux, etc. Ils ont toujours du mal à se poser. Mm. Donc on les aide à se poser, on leur fait fermer les yeux, visualiser leurs pieds, leurs mains, etc., leur souffle, leur respiration. Et ce petit temps de relaxation, de pratique de l'attention, on les aide énormément. Au départ, ils ont du mal, hein, au bout de 20 secondes, ils ouvrent les yeux et tout, et puis progressivement, ils y prennent goût, ça les apaise, ça les calme. Et moi, combien de professeurs m'ont dit, mais maintenant, dès qu'on a une classe agitée, on fait 2 minutes, 3 minutes de pratique de l'attention, ça calme tout le monde. Il n'y a plus besoin de Mm. discipline. Et ils aiment ça. Et puis Ouais. beaucoup d'enfants m'ont dit, ben moi quand je rentre à la maison, quand je suis énervé parce que ma petite sœur, j'ai envie d'aller casser la figure, je vais me mettre dans ma chambre 5 minutes et après ça passe. Ou Bien sûr. alors, il y en a un qui m'a dit un jour, mon père est chef d'entreprise, il est hyper stressé, je lui ai appris à méditer, ça va beaucoup mieux. Donc, donc en fait, c'est vraiment des petites pratiques toutes simples de retour au corps, de retour à la respiration, d'apprendre à bien respirer, à écouter sa respiration et ça calme les enfants et ça les dispose de manière, tout à fait positive à faire des ateliers philo dans des meilleures conditions d'attention, de qualité de présence aux autres. Et ce qui est beau, c'est que ça se diffuse en plus dans leur quotidien, je suis certaine. Complètement, complètement dans leur quotidien et puis, là, ça sort tout à fait des classes. Dans les cours de récréation, on voit qu'ils prolongent l'atelier philo, ça discute, ça argumente, ça et ils rentrent le soir à la maison et disent, «Maman, c'est quoi une vie réussie pour toi?» Et les parents disent: «Ça suffit les ateliers philo là, tais-toi et mange ta soupe». Bon, c'est super, on arrive déjà malheureusement à la fin de cet échange et j'ai une petite question rituelle dans le podcast qui s'appelle Les adultes de demain, comme vous le savez. Je voulais savoir qu'est-ce que vous souhaitez, vous, pour les enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain? Bah, moi, je souhaite que ce soit des individus autonomes, c'est-à-dire, qui soient capables de construire leur vie, par eux-mêmes, avec leurs réflexions personnelles et qui ne soient pas simplement dans le désir des autres, dans le désir mimétique et qui soient des individus, du coup, responsables, de leur vie, responsables de leurs actes et du coup, responsables aussi des autres et de la planète. Merci Frédéric. Pour retrouver toutes les actualités de Sève, j'invite tous les auditeurs à se rendre sur le site asso.sève.org. Et pour en savoir plus aussi sur votre approche, j'invite les auditeurs à lire votre livre Philosopher et méditer avec les enfants, que j'ai moi-même dévoré. À bientôt Frédéric et je vous souhaite évidemment plein de réussite dans ces projets essentiels pour les enfants. Merci Stéphanie, à bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux
Instagram ou LinkedIn en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de demain.